j'avais choisi le terme de nutrition infantile, parce que vous allez voir, je vais essayer avant de commencer, de faire un topo comme on s'y attend, c'est-à-dire sur ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, ce qu'il y a de neuf, mais ce qu'il y a de mieux également pour le nourrisson. Je vais commencer. C'est bon. Très rapidement. Aujourd'hui, on sait que la manière de débuter sa vie peut influer sur la santé à long terme. Je vais l'expliquer tout à l'heure, au fur et à mesure que j'avancerai. Et cette intervention, c'est l'influence sur les gènes. On ne change pas les gènes, on va changer l'expression de ces gènes. Et ce qui est un peu plus embêtant, c'est que cette modification peut se transmettre. Tout part d'un constat. À la fin des années 80, un épidémiologiste, Barker, pour le citer, va montrer qu'un petit poids de naissance, un retard de croissance, avait plus de risques de faire des complications cardiovasculaires et en partie d'infarctus à l'âge adulte. Ça part de ce constat. Il y en a d'autres. Il y a ce qui s'est passé en 1943-1944 en Hollande. Les nazis vont créer un ghetto en Hollande et les gens qui vivaient dans ce ghetto vont subir une sous-nutrition. Ils recevaient 300 à 400 calories par jour. Les femmes enceintes étaient là. Et ces femmes enceintes vont donner naissance à des enfants. Ces enfants avaient des problèmes de petit poids, de malnutrition, donc de petit poids. Et ce qui est étonnant, c'est le constat qu'on allait faire également, c'est que les enfants de ces enfants allaient également avoir des problèmes, en étant plus petits que les autres en moyenne. Apparemment, donc, c'est une modification. Il y a eu une modification qui s'est transmise aux petits-enfants. De la même façon, toujours dans les constats, un gain de poids rapide après la petite enfance peut se traduire par un risque accru de faire des problèmes de type cardiovasculaire, complications cardiovasculaires à l'âge adulte. Il y a également un lien entre le poids de naissance élevé et l'obésité infantile et l'existence chez l'adulte d'obésité et de diabète de type 2. Le syndrome métabolique, qui n'est pas quelque chose qu'on rencontre chez nous en pédiatrie, mais plutôt les adultes, certaines affections cardiovasculaires, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, et je finis de citer tout le reste, les ovaires polykystiques, le cancer du sein, toutes ces affections, souvent, ont un lien avec le passé de l'adulte, c'est-à-dire avec son enfance, avec sa petite enfance. Et il y a un lien qui a été prouvé avec la nutrition fœtale, le stress et le défaut d'activité qui peuvent survenir à cet âge-là. Ce tableau résume un peu où on en est aujourd'hui sur les liens qui peuvent exister entre des pathologies qui touchent l'âge adulte et l'enfance, la petite enfance. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de pathologies, les mêmes d'ailleurs, l'obésité, le diabète de type 2, des retards, l'asthme, les retards, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Il y a un lien qui a été prouvé, complexe. Tout ceci pour vous dire combien l'alimentation et l'environnement chez l'enfant jouent un rôle, non seulement chez le tout petit, mais également pour son avenir. On parle maintenant d'une véritable, puisqu'on va parler uniquement de nutrition et qu'on va considérer le rôle, l'importance, l'impact de la nutrition, non pas uniquement chez le nourrisson, mais également sur l'âge adulte, on parle d'une véritable programmation nutritionnelle. Parce qu'il y a une susceptibilité accrue qui peut se traduire devant un environnement favorable qui va se traduire chez l'âge adulte par un certain nombre d'explosions de pathologies. Ça, c'est le concept de DOHAD. DOHAD, c'est l'origine développementale de la santé et des maladies. Ce sont les vétérinaires qui ont commencé à en parler. Les médecins les ont rejoints à la fin des années 80 et 90.
Qu'est-ce que c'est que la Doha? Donc c'est ça, c'est qu'on essaie de rechercher pour prévenir les pathologies qui touchent l'adulte, l'origine de ces pathologies, et aujourd'hui on les cherche chez le tout petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les effets précoces durant le premier mois de vie, c'est à ce moment-là que ça commence, que ça va se déclencher. Il y a des effets à long terme puisqu'elles vont se déclencher chez l'adulte. Elles peuvent se transmettre à leurs enfants. C'est l'épigénétique, c'est-à-dire comment l'environnement, ici on vous parle de stress, va agir sur l'expression des gènes. J'insiste, c'est sur l'expression, ce ne sont pas sur les gènes. Et de cette façon, va modifier, va transmettre à des modifications qui peuvent altérer la santé de l'adulte. C'est clair, l'interaction entre les gènes et la nutrition est connue. Vous connaissez tous la phénylcétonurie, l'intolérance au lactose, pour ne citer que cela. Et aujourd'hui, on va parler, deux concepts sont en train de naître, toujours à partir des constats qui sont faits chez l'animal, la nutrigénomie. C'est l'étude des effets de l'alimentation sur l'expression des gènes. Et donc des modifications du métabolisme qui en résultent. Cela veut dire qu'on étudie l'impact d'un aliment ou d'un régime sur le risque de développer une maladie en raison de prédispositions existantes, génétiques existantes. Vous le savez tous qu'une même diète peut entraîner une maladie chez un individu et rien chez un autre. Elle pourrait, la nutrigénomie, permettre de recommander un aliment à un individu et l'interdire à un autre. Elle laisse espérer, c'est pour ça que je voulais vous en parler, le potentiel d'une nutrition personnalisée et créer un outil de prévention face aux maladies. L'industrie alimentaire s'est déjà emparée de ce concept pour mettre en place un certain nombre de tests qui essaient d'identifier, de caractériser des individus et de conseiller une alimentation. Ça peut être dangereux. En même temps, il y a la nutrogénétique qui est un peu la même chose. Pas tout à fait. C'est l'influence des variations génétiques interindividuelles, nous sommes tous différents, sur les réponses physiologiques induites par un régime. Vous le savez très bien que nous n'avons pas ni les mêmes préférences, ni la même réaction face à un aliment. Nous n'avons pas le même profil génétique et donc pas le même métabolisme, ni les mêmes besoins. Là aussi, évidemment, cette science laisse espérer, laisse prévoir une nutrition personnalisée. Voilà. Et maintenant, j'en reviens à l'allaitement maternel, puisqu'on doit parler du nourrisson, rappelez-vous. L'allaitement maternel, c'est quelque chose d'extraordinaire, je n'ai pas besoin de vous le dire. Si j'ai fait toute cette introduction, un peu longue, c'est juste pour vous dire combien nous avons à disposition un aliment qui reste extraordinaire. On ne connaît pas encore tous les bienfaits de ce que le lait maternel peut apporter à l'humanité. Il apporte de l'eau, évidemment, et c'est l'élément nutritif le plus important, suffisamment pour combler les besoins. Il apporte des protéines. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus, 8-10 grammes au début, 7 à 8 grammes après. C'est ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin, le lait d'une louve, le lait d'une vache d'abord apporte beaucoup plus. Le lait d'une louve encore plus, 100 grammes par litre. À 100 grammes par litre, l'homme ne peut pas vivre. 100 grammes par litre de protéines par jour vont conduire le bébé à l'insuffisance rénale, à un état d'acidose métabolique et à la mort en 3-4 mois. Ce qu'il y a également, c'est que ce sont des protéines qui sont spécifiques. Spécifiques, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, par leur structure, leur configuration spatiale, elles sont ce qu'on appelle humaines. Et ça, on ne peut pas. Aucun laboratoire ne peut le faire aujourd'hui. Il y a également un pourcentage élevé de protéines solubles qui ont des rôles fonctionnels, comme les immunoglobulines par exemple, les enzymes.
Les lipides, c'est la troisième composante du lait humain. Vous voyez qu'il y en a 30 à 50 grammes par litre. Les lipides servent à apporter de l'énergie. Vous voyez tout de suite que la composition en lipides du lait humain évolue. Elle s'enrichit petit à petit. Les lipides, ils sont composés essentiellement de triglycérides, d'acides gras essentiels, cholestérol, essentiellement. Le cholestérol est très important parce que le cholestérol n'existe pratiquement pas dans les laits artificiels ou dans les solutions pour enfants. Ce qu'il y a aussi, c'est que leur configuration est telle qu'en fait, ils sont très bien absorbés. C'est quoi cette configuration? En fait, il y a au milieu des triglycérides qui sont entourés par une sorte de membrane composée de phospholipides et de cholestérol estérifié qui les rend très faciles. Non seulement ils répondent aux besoins, mais également ils sont facilement assimilés. Et comme vous le voyez, ils rentrent dans la composition d'un certain nombre d'organes. Le cerveau, vous le saviez, le tissu rétinien, la membrane cellulaire, mais également ils sont nécessaires à la croissance. Les glucides, deux types de sucre. Il y a le lactose, essentiel, il y a les oligosaccharides. Pendant longtemps, on s'est posé la question à quoi servaient ces oligosaccharides. En fait, ces oligosaccharides sont très importants en chiffres d'abord, c'est la 4e composante du lait maternel, mais surtout, c'est un substrat métabolique à certaines bactéries, c'est-à-dire que ce sont de véritables prébiotiques qui vont permettre le développement du microbiote, qui est le nouveau nom de la flore bactérienne. Le microbiote, c'est l'originalité du lait humain. Donc ce microbiote, donc cette flore, c'est surtout à base de bifidus. Et cette flore intervient dans la défense, dans les mécanismes de défense, en particulier en prévenant l'attachement des germes au niveau des parois. Et surtout, on pense de plus en plus, grâce à la biologie moléculaire, que probablement qu'il joue un rôle très important dans le développement de l'immunité. Alors, l'immunité, justement, on en a besoin à cet âge-là. Il y a plusieurs substances contenues dans le lait qui vont renforcer cette immunité à cet âge délicat. Il y a une composante cellulaire, une composante tumorale des immunoglobulines et le microbiote intestinal. Le lait humain, c'est un aliment évolutif. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que sa composition a évolué. Elle évolue dans le temps. Vous le savez très bien, les 4 premiers jours, c'est le colostrum. Rapidement, en 15 jours, 20 jours, la composition du lait va rejoindre celle du lait définitif. On sait aussi que les femmes accouchant prématurément ont un lait qui est différent dans sa composition. En particulier, il est riche en acides gras polyinsaturés, important. En cours de tétée, la composition du lait va évoluer, elle va s'enrichir en lait, en lipides. C'est ce qui va donner la satiété, ishba', sinon il ne s'arrête pas. Des variations de l'alimentation maternelle vont interférer également dans la composition du lait, en particulier dans sa composition en acides gras essentiels, en iode, en sélénium, vitamine A et vitamine B. C'est un produit biologique, modèle. Il est la référence en tout. Lorsqu'on veut fabriquer des aliments pour enfants, le modèle, c'est le lait humain. Parce qu'il répond aux besoins, parce qu'il diminue le risque d'apparition de manifestations allergiques, parce qu'il réduit, ça on l'a prouvé également, la fréquence d'infections bactériennes et virales, en particulier les diarrhées infantiles. Je n'insisterai pas sur le rôle psycho-affectif, et pourtant il est fondamental. Cette richesse sensorielle, cette approche, il apprend à la mère à être réceptive à son bébé, à ses émotions. Il est valorisant pour la mère. J'écoutais un jour un pédopsychiatre qui disait que l'instinct matériel, ça n'existe pas, ça se construit. C'est ce contact qui va permettre cette évolution. Enfin, il y a une donnée dont on ne parle pas beaucoup, c'est la charge osmotique rénale. Le lait de femme a une charge osmotique réduite, c'est-à-dire qu'il permet au rein, qui est à cette phase, un rein qui n'est pas mature, il lui permet de respirer, si je puis dire. Il la ramène 79 milliosmoles par litre. En comparaison,
les préparations d'aujourd'hui, qui sont très élaborées, apportent près de 100 à 130 milliosmoles par litre. Alors, là, je vais parler des problèmes. Vous savez que la prévalence de l'allaitement maternel exclusif, elle est en chute libre chez nous. Nous suivons à distance ce qui se passe dans les pays développés. Sauf que, dans les pays développés, il y a une reprise de l'allaitement maternel depuis les années 70. Chez nous, elle n'y est pas encore. Nous sommes en train de descendre encore. Les dernières prévisions montraient qu'on était à près de entre 6 et 10% d'allaitement exclusif à 6 mois. Pourquoi probablement parce qu'aujourd'hui il y a une évolution aussi dans ce pays. Le suivi des grossesses se fait mieux, les accouchements en milieu surveillé se font beaucoup mieux qu'il y a 50-60 ans. Les conditions d'accouchement, vous savez très bien qu'elles ne sont pas ce qu'il y a de mieux ici chez nous. Les naissances par césarienne, ce sont autant de facteurs qui n'encouragent pas l'allaitement maternel. Il y a surtout ce qui est scandaleux, l'intrusion de l'industrie des laits infantiles au niveau des maternités, avec les dons de préparation pour enfants. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, il y a un regain d'intérêt partout pour l'allaitement maternel, à travers l'augmentation du nombre de publications scientifiques ces 20 dernières années, à travers les recherches sur les maternelles. Souvent, une recherche multidisciplinaire qui allie la biologie, la génétique, la nutrition, la science du comportement et la clinique. On sait aujourd'hui également qu'il y a des effets bénéfiques sur la mère, en particulier pour la prévention du cancer du sein, qu'il y a un lien entre l'allaitement maternel et la tension artérielle pour cette mère, avec l'apparition du diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. On connaît les liens. Il y a également probablement des petits problèmes au niveau de la production du lait. Une femme obèse va avoir des problèmes au niveau de la production de lait. Il y a une réduction de la production de lait. Comme il y a un lien entre l'excès de poids et l'insuffisance de production de lait, il y a un lien entre cette obésité et les difficultés d'allaitement. En particulier au niveau de la montée laiteuse. On sait aujourd'hui également qu'il y a un lien entre l'insuline et la synthèse du lait. L'insuline, c'est une hormone pas uniquement hypoglycémiante, c'est une hormone anabolisante. Une des rares hormones anabolisantes. Juste un problème que je vais citer, celui de la perte du poids. Vous savez très bien qu'il y a une perte de poids qui est dite physiologique après la naissance. Cette perte de poids est normale jusqu'à 10% du poids, 5 à 7% en moyenne. J'en parle parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui préconisent, qui demandent à ce qu'on fasse des compléments. C'est une erreur. Il faut savoir que l'apport liquidien à la mère pendant l'accouchement peut réduire ces pertes de poids. Maintenant, aussi, un autre problème, c'est les nouvelles approches pour la position d'allaitement. Pendant longtemps, vous le savez très bien, l'allaitement de la maman, classique, c'est soit allongée sur le côté ou bien assise. Aujourd'hui, on est en train de tester autre chose en se basant sur le comportement inné du nouveau-né. Quand vous mettez un nouveau-né sur le ventre de sa mère, il a un comportement, il a des réflexes qui vont lui permettre, sur le ventre de sa mère, de chercher, d'attraper le sein sans problème et de mieux téter. On est parti de ce constat. C'est quand vous mettez peau à peau un nouveau-né sur le ventre de sa mère, il y a des choses qui se passent chez le nouveau-né et qui rendent efficace sa prise du sein. Cela ne veut pas dire qu'on va remettre en question, évidemment, les positions classiques. Mais en tout cas, cette nouvelle recherche permet de dire qu'il y a peut-être une troisième position qu'il va falloir adopter. Voilà. Et maintenant, nous passons à ce qui existe aussi, l'allaitement artificiel, c'est-à-dire ces préparations d'enfants. Je ne vous parlais pas du lait premier âge, c'est le lait maternel, incontestablement. Les préparations de suite sont intéressantes. Elles commencent à partir de 6 mois. Elles sont là pour compenser parfois certains inconvénients de la diversification, on va en parler, des carences en acides gras essentiels, en fer ou les excès en protéines que peut apporter la diversification.
Ces laits de suite, donc du deuxième âge, sont donnés à raison de 500 à 750 millilitres par jour. Elles sont suivies par les laits de croissance. Elles apportent du fer, des acides gras essentiels. Les laits de croissance sont des laits très intéressants. Je disais toujours qu'ils ne valent pas le lait maternel, mais ils sont intéressants pour cet âge-là. Et là encore, un minimum, 500 millilitres par jour est souhaitable, sans dépasser 800 millilitres par jour. Je parle de ça parce que de plus en plus, nous sommes interpellés par des mamans qui viennent, qui trouvent que ce lait de croissance est cher et qui veulent le mettre sur le lait de vache, l'ahda particulièrement. Il faut vous dire que le lait de vache n'a pas la même valeur que ces laits infantiles, ces préparations infantiles. C'est pour ça qu'il ne faut pas les conseiller. Parce qu'il y a des risques de survenue, d'insuffisance en acides gras essentiels, en fer, en vitamine C et D en particulier, et qu'il y a des excès en sels minéraux et en protides pour le rein. Les laits spéciaux ont une place particulière, ils ont des indications qui sont particulières, je n'insisterai pas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont chers, donc évitons des indications abusives. Maintenant, si vous voulez, on a parlé, ici chez nous, finalement, où est-ce qu'on en est? Il n'y a pas eu d'études qui ont été faites pour étudier la prévalence, les effets de ces laits. C'est dommage pour la place du lait de vache. Un détail, les laits végétaux. Ils connaissent un regain d'intérêt, ils sont à déconseiller parce qu'ils ne répondent pas aux besoins et qu'ils créent des carences. La diversification, rapidement toujours. J'ai encore du temps, combien il reste? Merci. La diversification, vous savez très bien qu'elle est très importante. Nous avons souffert après l'indépendance des diversifications qui étaient brutales. C'est comme ça que le docteur Raoult avait créé sa farine, la superamine, en 64-65, extraordinaire. C'était un très bon réflexe. Aujourd'hui, nous avons beaucoup évolué. La diversification se fait. Elle suit la phase d'alimentation lactée exclusive, c'est-à-dire entre 4 et 6 mois. Elle prépare au passage à une alimentation de type adulte, donc c'est une période de transition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va se traduire par l'introduction progressive, vous le savez, d'autres aliments que le lait. Le problème qui s'est toujours posé et qui se pose encore aujourd'hui, c'est à quel âge commence-t-on? C'est comme ça que le concept de fenêtre d'opportunité est né. Qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre d'opportunité? C'est à quel moment faut-il l'introduire? On sait aujourd'hui les dégâts que peut causer une diversification précoce, c'est-à-dire avant 4 mois, avant 3 mois. Même si moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai pas on a diversifié à 3 mois pendant longtemps ici. Par contre, on sait aujourd'hui qu'une diversification tardive aussi peut poser des problèmes. On peut penser qu'en fait, en introduisant plus tard, on peut éviter des intolérances ou des allergies. Eh bien non, c'est là qu'on va les avoir. C'est pour ça qu'on parle de fenêtre. Il y a un moment où il faut introduire. Pourquoi il faut introduire? Parce que l'enfant va évoluer, le lait ne suffit plus. En particulier pour l'apport d'acides gras essentiels, les protéines, le fer, les oligo-éléments. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a également, la diversification, ce n'est pas uniquement remplir un ventre, c'est éduquer un goût. Le goût, c'est des sensations, c'est une texture. C'est apprendre à l'enfant à prendre à la cuillère. La cuillère nécessite l'appréhension labiale. Il faut qu'il sache prendre avec les lèvres. Ça s'acquiert vers 4-5 mois. Et puis, ça rapproche de notre alimentation de l'adulte, qui est une alimentation omnivore, comme vous le savez. Et puis aussi, on passe de la succion à la mastication. Les dents sont là. Attention à la diversification, parce qu'il y a des risques. Il y a des risques pour le sodium. On risque d'apporter trop de sodium. C'est important pour le futur. Attention également, parce qu'on risque d'apporter trop de protéines et pas suffisamment de lipides. Un seul aliment à la fois. Rappelez-vous, la diversification est aussi une éducation. On éduque le goût. Un seul aliment à la fois. Évitez les légumes ayant un goût prononcé, choux,
chou-fleur, navet, qui peuvent fermenter. Prudence pour les poissons gras. On les introduit après le 7e mois. Poisson gras, ça commence par la sardine. C'est un poisson demi-gras. Pour le laitage, évitez de les sucrer. Vous savez que nous avons un goût inné, une préférence innée pour le sucre. Donc ce n'est pas le moment, le moment de l'encourager. Que des progrès, oui, il y en a eu. Tout à l'heure, je vous ai dit combien dans les années 60-70, cette diversification se faisait tardivement, brutalement. Incontestablement, dans ce pays, on a évolué, mais on n'a pas des chiffres parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites. Ce qu'il faut savoir également, sur le plan pratique, c'est d'éviter de remplacer précocement des biberons de lait par des produits laitiers. C'est de persévérer quand un nourrisson commence à refuser des biberons. Persévérer. Les repas à la cuillère aussi nécessitent de la patience. Ne pas dramatiser s'il y a un refus. Tous les aliments indispensables peuvent être pris par le biberon. Ça, c'est pour rassurer les mamans. Il faut les rassurer. C'est un besoin. Nous avons besoin de la collaboration et de la confiance des mères. Il peut refuser les morceaux. Oui, c'est quelque chose qui est fréquent. Il faut savoir que ça n'a pas de conséquences nutritionnelles. Et c'est cet argument qu'on va avancer pour les mères, pour les rassurer. Surtout ne pas forcer. Elles se corrigent en 2, 3 mois, 4 mois. Le refus des légumes, vous le savez bien aussi, c'est quelque chose qu'on rencontre constamment. C'est fréquent. Il est lié aussi probablement à la néophobie. La néophobie, c'est-à-dire c'est la peur de ce qui est nouveau. Rassurer les parents, encore une fois, et surtout insister sur une chose, qu'il ne faut jamais forcer un enfant. Et continuer à proposer. Et je termine avec cette phrase de Rabelais, qui est un écrivain du XVIe siècle français, et qui disait déjà que l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Rabelais faisait allusion pas uniquement au ventre, mais au cerveau. Merci.